bonjour à tout le monde. Je remercie messieurs de police, Madame Brinois, tous les musées qui m'ont invité ici de Milan. Alors, je vous présenterai cette matière qui est assez compliquée. Car pendant des années, mes collègues historiens de l'art qui sont ici connaissent très bien que l'héraldique a payé pendant des années cette faute d'être toujours confondu avec la généalogie par les experts. Et aussi, il y a cette qui est arrivée plus tard, après sa naissance, de la confondre avec l'ésotérisme. Ça, c'est une chose à ne pas considérer. Car nous sommes en France, je commencerai avec des mots qui auparavant furent célèbres. L'héraldique est la clé de l'histoire. Gérard de Nerval. L'héraldique, c'est une algèbre, c'est un dictionnaire pour ceux qui la savent comprendre et lire. La première moitié du Moyen Âge est écrite dans les symboles des églises romanes, la deuxième dans les armoiries. Ce sont les symbologies du féodalisme après ceux de la théocratie. C'est dans Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Alors, cette thèse de doctorat était née à Lausanne grâce à Madame la professeure Serena Romano du Moyen-Âge, car il y avait un grand projet en Suisse lié au duché de Milan et m'ont invité à faire un catalogue raisonné de devises héraldiques qui sont différentes des armoiries. Maintenant, nous arrivons. Une devise qu'en italien on dit impresa. C'est différent d'un blason, d'un écusson, car généralement il s'agit de symboles qui n'étaient pas héréditaires. Par exemple, sont partout. Par exemple, quand vous regardez votre 5 nations dans le rugby, la rose rouge ici, par exemple, les plumes de Wales, ça, ce sont des devises héraldiques. Elles sont différentes. N'étaient pas placés généralement quand ils étaient au centre de l'écusson. Et leur naissance avait été disputée. Il faut intéressant pour moi aussi que de faire cette thèse de doctorat, car j'étais aussi, moi aussi, très surpris, car j'avais vu qu'il y avait on les appelle dans l'histoire de l'art des traditions et qui s'étaient transférées pendant des années par des grands historiens de l'art, comme par exemple notre Luca Beltrami, qui avait repris des sources anciennes sans peut-être les contrôler, je ne sais pas pourquoi. Et alors, était arrivé qu'on avait donné des identifications à ces symbologies qui étaient tout à fait différentes à l'égard de leur origine. On peut compter à la cour de Milan, de Visconti et puis de Sforza, plus ou moins plus qu'une centaine de ces devises héraldiques. Et une bonne partie venait de la cour de France, d'Angleterre, et aussi, c'est là pour moi une découverte étonnante, du royaume de Bohême, de l'époque donc de Venceslas et de Charles IV de Bohême. Et la chose la plus intéressante était que ces symboles étaient donnés, il y a des documents, comme hommage, étaient dessinés et imprimés sur les vêtements, les brocades, les damas, qui étaient donnés par exemple par le duc de Milan à la duchesse de Ferrare, étaient donc liés aux vêtements de la cour. Donc aussi l'histoire du costume et de la mode, ça est fort intéressant. Dans les tarots, car cette thèse est assez lourde et ennuyeuse, et il y a une quantité d'images. Auparavant, quand j'étais là à écouter la dissertation de ma collègue, j'étais vraiment fasciné. Je pouvais voir, encore une fois, comment toutes ces petites décorations qu'il y avait sur les tarots, une énorme partie étaient des devises héraldiques. Et dont les plus célèbres étaient par exemple les soleils rayonnants, qui à Milan étaient appelés la radia magna, et qu'on retrouve par exemple, tout le monde l'a vu, mais personne ne s'aperçoit, car c'est tout comme une stratification, l'histoire de l'art, comme une stratification géologique, comme vous disiez vos grands historiens de l'art. C'est-à-dire que des choses que au XIVe siècle étaient claires, même les personnes communes, des symboles,
après peut-être 20 ans, 30 ans, c'est un peu la mode, non? Ont changé complètement des significations, ont été perdus et personne ne pouvait plus les connaître. Et par exemple, je suis parti par ces tarots, qui sont intéressants car les vêtements de cette dame, ici, ça c'est la Radia Magna, ou c'est soleil rayonnant, qu'on voit partout. Par exemple, au Louvre, vous achetez il y a, je pense, 6 ans, une magnifique tapisserie où il y avait cet énorme soleil rayonnant qu'on trouve à Milan, dans l'abside de la cathédrale, à côté des plus grandes fenêtres de l'histoire de l'architecture, peut-être. C'est un symbole de richesse, de pouvoir, donc qui remonte même à l'époque plus ancienne. Il y a toute une littérature sur cela. Et on le retrouve placé partout. Et souvent, il y a aussi la colombe, que selon la tradition, et là, il y aurait aussi à en parler pendant des heures, fut inventée par le grand Francesco Petrarca, lors du mariage du duc de Milan avec la fille du roi de France, avec la devise, à bon droit. Là, figurez-vous comment peut-être intéressant, car à l'époque où l'un des fils du roi d'Angleterre, qui était Lionel of Clarence, avait épousé un Visconti, il était venu à Milan avec une quantité de chevaliers et de dames, un cortège incroyable. Et il y avait aussi Geoffrey Chaucer. Et il y avait eu un grand historien de l'art américain qui avait dédié avant la guerre tout un livre dont il y avait aussi des nouvelles dans ces devises qui pour lui étaient des choses mystérieuses. Cette devise, ce sont ces plants, ces fleurs qui personne avait des problèmes à les identifier. Par exemple, l'on dit qu'il était des roses, était des lauriers, et même Luca Beltrami. Il y a un texte, car voilà l'examen, cette importance pour comprendre, étudier l'héraldique bien, d'étudier bien les sources anciennes. Il y avait dans les livres, que tout le monde peut-être connaît, de Pier Candido Decembrio, qui était le secrétaire. Il y a un chapitre qui est sur les devises héraldiques. OK. Mais des pages plus en avant étaient écrits, et donc n'est pas dans ces chapitres, parlait des habitudes qui étaient très curieux du duc de Milan, de Filippo Maria, qu'il était par exemple effrayé par les foudres, etc. Puis il avait ordonné de protéger la plante des nefliers, les nespolo, qui ordonna de placer dans les insignes, dans ces étendards, peut dire. Et en effet, si on compare cette plante avec, si vous pouvez passer à l'image suivante, on les retrouve ici, par là, et on les retrouve aussi dans les tapisseries, par exemple dans la dame dans la licorne, car du point de vue botanique, il y a une forme très, très particulière. C'est très intéressant. Et même le Luca Beltrami, qui pour moi était vraiment une autorité absolue, l'avait toujours confondu avec d'autres plantes, et on le retrouve partout. Figurez-vous qu'il y a par exemple dans la bibliothèque de l'Université de Valencia le code de Hippolyta Sforza. Exactement. Et c'est incroyable car il y a tous les lettres capitales qui sont illuminées d'une manière que moi aussi j'ai dû contrôler plusieurs fois car je l'avais vu une quantité de fois, sont des devises qu'on fait les I, les E avec l'union de plusieurs devises. Donc, il était partout. Il était vraiment un continent qui avait été perdu dans la signification. Il faut un travail très long qui m'avait porté aussi à visiter des châteaux dans la Lombardie où j'ai trouvé même des salles avec des devises qui pour moi étaient tout à fait inconnues. Tout à fait inconnues. Et donc, par exemple, j'en parlais auparavant avec Madame de Moreau. Il y a par exemple dans la chapelle de Todolin à Monza, il y avait ce compas qui était très bizarre, par exemple. Et dans des sources historiques, vice-versa, françaises, quand on parlait du cortège funéraire de Valentina Visconti, qui fut la femme du duc d'Orléans, on parla d'un devise, d'un symbole qui était les compas. Là, probablement, sûrement, était la bride de cheval, donc le morceau. Et donc, se trouve comme caché, et pendant des années, on crée des problèmes aux historiens de l'art, car si tu n'es pas spécialisé dans l'héraldique, peut être confondu avec des normaux éléments de décoration. Et peut créer aussi des problèmes, car plusieurs fois, il y a des experts, des historiens de l'art milanais ou anglais qui m'ont
contactés et m'ont dit, écoute, j'ai trouvé cela. À mon avis, pourrait s'agir d'une devise, d'une symbologie héraldique. Ils commencent à faire des spéculations. Alors, non, calme, tranquille. Non, car c'est vraiment dangereux, car c'est formidable aussi pour l'attribution, pour remonter à des collections d'art. Mais c'est vraiment peut-être aussi difficile, donc il faut bien investiguer. La prochaine image, s'il vous plaît. Ici, vous les voyez encore et devient encore plus clair. Vous devez regarder cette partie de Néflier. Et pour moi, j'étais vraiment, OK, ce sont des questions petites dans la grande histoire de l'art, mais te permettent vraiment surtout de réussir à comprendre, identifier une période historique avec ses modes et ses significations. Et je me demande combien de sources historiques ont été perdues. Et donc, par exemple, on ne les retrouve plus. Je me rappelle qu'il y avait une doctorante de l'Université catholique de Milan qui m'avait montré des photos dans la chapelle Visconti de Santo Storgio, où il y avait c'était vraiment une devise en symbologie très, très bizarre et que je n'avais jamais vue. Et je l'ai retrouvée dans nos églises près de Gallarate. Semblait, ici j'ai besoin de la traduction du professeur Gennaro, comment s'appelle la tizzatoio pour les feux dans la cheminée, oui, la tizzatoio. Soffietto. Il y a se trouve même dans des enluminures de la bibliothèque trivulziana, les soufflets. On trouve au-dessus du casque avec les blasons des Visconti, on retrouvait ces symbologies qui étaient vraiment bizarres. Et puis, il y avait une description dans les vies des hommes illustres au XVIe siècle. C'est une chose formidable et venait de la cour d'Angleterre. Donc, c'est fort intéressant car les Visconti avaient ces liens avec les cours d'Angleterre et de France. Et il y avait cet échange des symboles. C'est vraiment une migration des symboles, comme disait aussi de Wittcover. Et voilà, parce que les grands Ernst Gombrich les avaient appelés les devises, pas les armoiries, les rébus de la Renaissance. Ce sont vraiment des hiéroglyphes, sont vraiment fascinants. Il faut trouver la clé de lecture, sérieusement. Et je vous prie de continuer, s'il vous plaît. Par exemple, cette-ci, c'est une sorte de mystère, car il y a une sorte de fontaine. Il y a toujours le soleil rayonnant. Alors là, en faire des comparaisons avec la fontaine qui se retrouve, par exemple, dans la fontaine de la jeunesse au château de la Mante. Pourquoi a été utilisée? Là, par exemple, je n'ai pas encore trouvé de source, donc il n'y a pas de solution pour le moment. Et la prochaine image, je vous en prie. Ici, vous pouvez la voir encore. Il y a toujours le soleil rayonnant des Visconti. Et quand on parle des devises héraldiques des Visconti et des Sforza, et car les Sforza avaient des armoiries différentes. Ils n'avaient pas la guivre des Visconti. Ils avaient un lion avec une plante, les pommes cotogno, on l'appelle, qui venaient de Cotignola. Ce sont les devises parlantes, la colonne de Rome, les ours des Orsini. Il y en a, sont considérés très anciens. Et cette image, le langage des symboles était vraiment très intéressant car était une méthodologie de légitimation du pouvoir. Quand une dynastie succédait à une autre, prenait ces symbologies. Et je veux dire que car même les personnes simples, les paysans pouvaient lire, peut-être sur les églises sculptées, au passage des bords, des symboles qui étaient chers même à eux, même. Donc, je peux imaginer, par exemple, en Lorraine, il y a des poissons, par exemple, des bars, les ducs, etc. Nous les voyons encore. Ils sont restés, par exemple, sur les voitures, combien c'est plein de symboles. D'Auvergne, ils sont restés dans la Suisse pour les cantons. Donc, c'est un langage vraiment très, très intéressant. La prochaine image, s'il vous plaît. Ça, par exemple, on voit la guivre de Visconti avec les voiles, qui est fort intéressant. Sur les guivres de Visconti, il y a toute une littérature qui avait été répétée. Pourquoi le guivre dans la bouche, c'est de temps en temps c'est un jeune, de temps en temps c'est un enfant, de temps en temps c'est un vieux, a été représenté de toutes les manières.
ma théorie, que naturellement dans ma thèse c'est intéressant car je pense que devrait être une bonne épreuve, car les Visconti venaient du lac Majeur, non, de Massino Visconti. Dans la toponomastique du lac Majeur, il y avait la bouche du dragon près du château d'Angera, qui est très célèbre, qui est devant Massino Visconti. Et selon la légende, dans la caverne dessous du château d'Angera, qui était très important pour la base du pouvoir des Visconti, se serait trouvé un terrible dragon qu'Hubert Visconti aurait tué. Et là, en effet, se trouva un sanctuaire des Mitres. Ça, c'est bizarre, ces choses. Et puis, il existe un poème très diffusé dans la vallée du Rhin qui s'appelle Les Virginales. C'est l'histoire du grand Théodoric, Dietrich von Bern. Ça, c'est bizarre, car on parle de Dietrich von Bern, Théodoric, qui avait vécu un dragon qui portait dans sa bouche un chevalier à demi vivant, à demi mort, à Arona. C'est incroyable. Et il existe même dans une cathédrale de la vallée du Rhin une représentation qui remonte au XIIIe siècle. Donc, c'est là pour être une explication de pourquoi se trouve dans la bouche du dragon cette figure. Et ces dragons, on les retrouve, par exemple, dans l'histoire de l'art, dans des objets d'art extraordinaires de France, dans les tapisseries de Rouen, dans la maison d'Orléans, etc. La devise du voile, ça c'est fort intéressant, car était la préférée par Filippo Maria Visconti, qui fut le dernier. Là, velo, au capitergium cungas, en latin. Et là, maintenant, ça, c'est l'une des découvertes que j'ai fait. Je m'occupe d'heraldique parce que j'étais très jeune, que j'étudiais peinture sienne. Et donc, c'est vraiment un langage parallèle, l'histoire de l'art. C'est un dommage que les historiens de l'art ne soient assez spécialisés. En France, il y a une extraordinaire école. Par exemple, je sais qu'on a fait... oui, sont extraordinaires. Et alors, ces voiles, la chose très intéressante à mon avis, car je faisais des découvertes en comparant les différentes sources littéraires. Et j'ai eu ces doutes que les historiens de l'art italien n'avaient pas une certaine, comment on peut dire, familiarité avec les langues étrangères. Donc j'ai dit, attendez un peu, il n'est pas possible qu'il n'y ait pas de livres, même au passé, en langue allemande, tchèque, espagnole, française, naturellement, sous ces devises. Si c'était un langage si diffusé au passé, donc était un système de communication à travers les symboles, il faut contrôler. Dans les anciens documents sur ces devises héraldiques, comme les voiles et deux autres très importantes, ont été en description comme divisa imperialis. Car les Visconti de Milan, ils avaient littéralement acheté les titres des ducs de Milan. Ici, nous pénétrons dans un milieu des politiques qui est très important. Ils avaient acheté des Venceslas de Bohême, qui étaient les fils de Charles IV de Bohême. Il était empereur. Et donc, j'ai contrôlé, j'ai écrit naturellement, il fut des années de correspondance avec des historiens de l'art à Prague et en Allemagne. S'il s'agit d'une devise impériale, d'une devise de l'Empire, et l'Empire à l'époque était à Prague, doit être resté quelque chose. Je vous prie de passer à l'image suivante. Ici, on la trouve encore, les voiles, avec, donc, sont deux devises qui ont été placées ensemble avec la colombe. Et ça, c'est Filippo Maria Visconti, il se trouve à la Chartreuse de Pavie. Mais d'où venaient alors ces symboles si intéressants? La prochaine image, s'il vous plaît. Ici, c'est une célèbre médaille, c'est la même chose encore. Je vous en prie. Ça, Madame Delmore la connaît très bien quand elle se trouve à Monza. Oui. Si, c'est une chose, regardez, d'une vraiment magnifique, superbe. Donc, était utilisée plus que la guivre de Visconti. Donc, ces devises avaient quelque chose d'une importance énorme. La prochaine image, s'il vous plaît. Ici, à la Chartreuse de Pavie, encore, sous la façade, sont partout dans la Lombardie. Et je vous en prie. Ça, c'est dans la Bible de Venceslas, du roi de Bohême et empereur. Et ça la retrouve. Je vous prie de procéder, s'il vous plaît. Ici, c'est au sommet
de la cathédrale de Prague. On la trouve, je vous prie encore. Ça sont dans la monétation de Visconti. Et on la trouve la colombe avec les soleils, les piumailles ici avec la couronne qui semblait des plumes. On l'appelait, on peut dire dans la langue de l'époque de Milan, comme i piumai, on disait. Je vous prie de continuer. Ça, on le retrouve dans l'héraldique polonaise. Ça, c'est un palais dans l'illustre famille polonaise. Naturellement, c'est postérieur à l'époque de Visconti. Il y a en Pologne, car les familles là étaient comme un clan, donc les mêmes symboles pouvaient être utilisés par 30-40 familles différentes. Elle s'appelle les nalec en polonais. On dit cette en héraldique, on le trouve au-dessus du casque, c'est en tissu, et on l'appelle cercine en italien. Je vous prie de continuer. Ça, c'est dans les célèbres carnets de dessin de Grassi qui se trouvent à Bergame. Je vous prie encore de continuer. Ça, je vous disais, c'est intéressant, c'est dans ces codex à Valencia. C'est formidable. Ça, c'est un petit détail, elles sont encore cachées. Et donc, on trouve la lettre I, que c'est vraiment, c'est lui. Hein. Puis les trois bagues qui étaient la devise, auraient été la devise de Cabrino Fondlo, qui était seigneur de Cremona, et puis était passé à François Ier Sforza, car il était seigneur de Cremona, car Bianca Visconti devait porter la ville de Cremona. Et là, on les appelle les vagues, auraient été l'originaire bannière de guerre de Sforza. Et donc ici, les voiles. Donc, encore, je vous en prie, les voici. Les voiles, au milieu, ça c'est un ducat d'or, était de l'époque de Venceslas de Bohême, et au milieu, il y a les lions de Bohême, avec la double queue, qu'on retrouve aussi dans les armoiries de Gonzague, de Mantua. Donc, impressionnant, c'est la diffusion. Et divise impériale, Prague, et moi, j'étais surpris, mais ce n'est pas possible. Et ces professeurs de Prague qui m'ont écrit aussi de Cracovie m'ont dit, messieurs, ça s'appelle Rod Tachonice, en tchèque. C'était l'ordre du voile. C'était un ordre de chevalerie qui est un peu comme la toison d'or, moins célèbre, qui n'a duré que l'espace de 30-40 années. Donc, à mon avis, ça pourrait être l'origine de ces voiles, car venait de la cour de Bohême. Et c'est trouvé dans l'une des épreuves les plus importantes, quand on le retrouve dans les monnaies, dans les ducats d'or de Bohême. Je vous en prie de continuer. Ici, ça, c'est un château royal abandonné qui remonte au XIVe siècle, se trouve en Bohême. Et là, il y a tous les armoiries des provinces de Bohême. Et on retrouve même ici cet ordre de chevalerie. C'est vraiment fort intéressant. Donc, la chose intéressante, je vous ai dit que le soleil rayonnant venait très probablement, pour moi sûrement, des cours de France et d'Angleterre. Donc, il faut un échange culturel. Et donc, il y a aussi, car l'histoire de l'art est pleine de témoignages artistiques, c'est à nous, historiens de l'art, d'essayer de les investiguer avec surtout objectivité, sans passer dans les champs absurdes de l'ésotérisme. Je me rappelle, Lausanne aussi me disait, écoutez, ce que je sais, que les armoiries étaient nées pour répondre à une seule exigence, certes, de la visibilité, de la distance. Et la signification originaire, puis, la plus grande partie des fois, fut perdue. Après la Renaissance, qu'on voulu absolument donner une explication à l'origine de ces symboles. Le seul ésotérisme que je connais était cette transmission de l'héros à l'élève pour le savoir lire ou composer. Donc, il faut les examiner avec grande attention et surtout scrupule. Je vous prie de continuer, s'il vous plaît. C'est là, par exemple, car moi, j'ai continué, puis j'avais randonné l'Autriche, j'écrivais, il y a fallu des années. Il m'avait écrit un abbé d'un monastère que moi, je n'ai jamais entendu parler, s'appelle, comme nom, de Rhein, c'est en Autriche. Je n'ai jamais entendu parler. Mais j'avais découvert que Bernabo Visconti avait eu une quantité de fils et de filles qui avait aussi épousé, par exemple, le duc de Bavière, votre terrible Isabeau de Bavière, non? Que tout le monde connaît.
elle était cousine de Valentina Visconti, car sa maman était une Visconti. Donc, c'était une histoire incroyable. Et alors, j'avais investigué, et c'est un long travail, s'il y avait quelque chose de témoignages artistiques liés à tous ces rejetons de Visconti qui étaient dispersés dans l'Europe. Il y avait eu ces ducs d'Autriche, qui étaient, on peut les traduire, Ernest Defer, on peut dire comme ça, qui fut enseveli dans le monastère des Rhein. Et l'abbé m'avait écrit, messieurs, savez-vous qu'il y a dans la lettre que vous m'avez envoyée avec les plus célèbres devises héraldiques de Visconti que je ne connaissais pas du tout, il y a les vêtements funéraires du duc qui étaient couverts de ces symboles. Ça, c'est intéressant. Hein? C'est vraiment tout un monde qui s'est révélé. Donc, je vous prie de continuer, s'il vous plaît. Ça, c'est les plus célèbres à Milan. Nous les voyons que nous étions petits dans les visites au château Sforzesco qui sont partout. Et là, avait été inventé, je vous disais, par Francesco Petrarca avec cette devise « bon droit ». Donc, une devise héraldique est composée par deux parties, on dit, non? C'est le corps, qui est la figure, dans ce cas la colombe avec le soleil rayonnant, et l'âme, qui serait ces devises, donc ces paroles, ces mots qui peuvent être en latin, en italien, en français aussi. Beaucoup en français on retrouve. Et furent diffusés à la cour de Savoie, surtout encore. On les retrouve même oui, chez les Est, en grande quantité. Mais à Milan, les duchés de Milan est impressionnante. Et c'est le témoignage d'un très très fort échange culturel avec la France. Je vous prie de continuer. Ça, on la retrouve encore dans ces codes illuminés. Oui, exactement. Oui, 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 c'est les morses. Et oui, mais moi aussi, car elles sont petites. Et alors, j'étais resté là à les contrôler, mais mon Dieu, étaient placés partout. Par exemple, si vous allez visiter les îles Borromée, au lac Majeur, qui sont célèbres partout, il y a des quantités de symboles dans les armoiries de Borromeo, qui étaient des devises héraldiques de la famille Sforza Visconti qui avaient donné au Borromeo, qui était leur banquier. Il y a partout les trois bagues, par exemple, qui sont ça. Ça, c'est mon carnet d'esquisses. On les trouve partout, sur les vases, et ont été encore utilisés comme des brands aujourd'hui. Donc, fort intéressant. Et je vous prie de continuer. Ça, on la trouve à la Chartreuse des Pavie, et la plus populaire, et ça au château Sforzesco. Et c'est vraiment formidable. Et il y a, je pense, 6 ans, je vous disais que le musée du Louvre avait acheté ces dés, qui est une sorte de tapisserie avec ces soleils rayonnants avec des anges. Et donc, j'explique, car ma thèse, c'est comme un dictionnaire raisonné. Hein, donc, l'historien de l'art, qui ne connaît pas ces symbologies, recherche colombe, soleil. Il y a toutes les références pour arriver à donner une identification. Oui, 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 oui. Sur ça avait écrit beaucoup Marco Albertario. Oui, oui, il y avait une manie, il y avait toute une manie. Il les plaçait partout. La plus grande partie, peut-être, ont été perdues. Hein. Donc, il y avait, je me rappelle, même Berdambert, on disait qu'à l'époque, les symbologies de l'héraldique étaient un peu comme aujourd'hui quand nous sommes en train de traverser une ville. Il y a des signes qui, à l'époque, même les personnes ont Biblia Pauperi. Différent. Naturellement, l'imprese était plus, on peut dire en français, plus cachée, plus cryptique, était réservée à une élite. Certaines devises, certaines autres étaient vraiment des symboles aussi de pouvoir. Par exemple, le duc de Milan, Ludovico il Moro, avait fait, le célèbre mécénat de Leonardo, avait fait fresquer partout. Maintenant, il y a peu de ces images. La balayette, la scopetta, qui signifie qu'il aurait nettoyé l'Italie des horreurs de ses ennemis. Et puis, nous savons tous les mots. Oui, 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 oui. Donc, c'est un monde fascinant. Donc, c'est, à mon avis, dans les tarots, on trouve en quantité. Donc, je ne sais pas s'il y a encore d'autres images. Peut-être nous avons achevé.
Ici encore, par exemple, le soleil, ici. En avant, s'il vous plaît. Ça, c'est là, je l'avais placé car était lié la fontaine d'auparavant. Ça se trouve au château de la Manta de Salus. Ce sont des images juste pour faire des comparés. Non, pour les comparer, il n'y a pas encore une solution pour le moment, car je n'ai pas encore trouvé des sources historiques qui peuvent faire identifier les significations de ces symboles-là. Je vous prie de continuer. C'est les mêmes, encore. Ça, on retrouve les néfliers. Je vous prie de continuer. Voilà, ça c'est intéressant. Ça, c'est les codes 1390 qui avaient été imprimés en astatique par un ami qui est un grand expert. Et là, par exemple, mon ami, vraiment, je vous jure qu'il est bien plus préparé que moi en héraldique. Et il est spécialisé dans la reproduction de ces codes d'héraldique qui, autrement, seront méconnus. Et alors, quand j'avais fait cette découverte du néflier, du Nespo, je dis, mais regarde, Nicolas Orsini, il s'appelle, qui se trouve même dans les premières pages, c'est ici. C'est ici, donc c'est fort intéressant. Et ça, on peut le voir, c'est écrit même là. Donc il y a la guivre avec les écartelés, on dit en héraldique, avec les fleurs de lis de roi de France. Et comme je vous disais, les devises héraldiques sont différentes des armoiries car sont libres dans l'espace, n'étaient pas placées à l'intérieur d'un écusson, pouvaient devenir en second moment partie des armoiries officielles d'une dynastie. Et beaucoup de fois aussi, il ne durait qu'une génération, puis il disparaissait dans les temps et les significations furent perdues. Et je vous prie de continuer. Ça, on le retrouve car les néfliers, c'est de la famille des rosacées, des roses. Donc, il y a les épines aussi. Vous les pouvez les voir ici, non? Avec les fleurs. Et on écrit que c'était des roses, etc. Avec toutes des dissertations sur l'unification religieuse des maris de la rose. Et là, on perd vraiment. Donc, là, il faut vraiment un coup de fortune de trouver que Decembrio avait écrit que le duc de Milan avait ordonné de les protéger et de les placer dans ses enseignes. Alors, j'ai compris, ben, attendre. Je parlais aussi avec des amis de l'université, des botaniques, et je suis sûr. Et ici, on voit encore, par exemple, les morceaux pour la lettre P. Ce sont des enluminures magnifiques. Je vous prie de continuer. Ça, c'est dans les tapisseries, je crois, de la Dame à la licorne, et qu'on les retrouve. Donc, qui était plus connu qu'on soupçonnait. Je vous en prie. Ça sont les piumai, qui est une autre devise très, très, très célèbre qu'on retrouve aussi sur les tarots des Visconti Sforza. C'est la couronne des ducs de Milan avec la branche de palme et on dit d'olivier. À mon avis, il y aurait aussi quelquefois des néfliers. Ça, il y a toute une dissertation ou des chênes. Donc la gloire et la paix, disait que les ducs portaient la gloire et la paix. Et je vous prie, ici on la retrouve dans un autre code héraldique qui est au château Sforzesco, la Biblioteca Trivulziana, qui est plus clair. Et c'est très intéressant car on disait que les ducs de Milan à l'époque aimaient beaucoup les deux couleurs, le bianco et morello, qui en effet on les retrouve aussi dans la salle de l'Escarlione. Donc il y a toutes des connaissances très intéressantes. Je vous en prie. Ici, c'est encore dans ces codes héraldiques. Et il y a la devise « Hic verges nicht ». Je n'oublie pas. Donc, incroyable. Vraiment, il y avait toute une manie pour ces symboles bizarres. Et avec les pumas et les morceaux, et là encore, je vous en prie, si vous pouvez procéder. Ça, par exemple, était bizarre. C'est une. Maintenant, je finis. Par exemple, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi c'est ici? Là, naturellement, il y a toute une signification. Je vous prie de procéder. On la retrouve dans l'autre code. Ça, c'est un code de devise héraldique à la Trivulziana. Et il y en a des quantités que c'est encore difficile à les déchiffrer. Je vous prie de procéder. Ça, on le retrouve dans l'église du Carmine de Milan, et dans la chapelle des Visconti, dans une branche des Visconti, et on l'utilisa.
Je vous prie de Saliceto, les Visconti de Saliceto. Encore, si je vous en prie. Et ici, dans un écusson qui est au château Sforzesco. Fut naturellement pris, nous ne savons où, par Luca Beltrami et placé pendant ses restaurations. Je vous prie de continuer. Ça, ce sont les 3 bagues de vie très célèbres qu'on retrouve aux îles Borromée. Et on les retrouve encore. Et maintenant, nous allons... Et on les retrouve, par exemple, dans Botticelli. Oui, oui, oui. Donc, il y a des passages vraiment très, très intéressants. Donc, il y a toutes des dissertations sonnées auparavant à la cour des Visconti ou à la cour des Este. À la cour des Médicis furent un échange. Ça, sont dans la bibliothèque laurentienne. Maintenant, je fais un résumé très, très vite, car ma thèse, c'est vraiment ennuyeuse. Ce sont 6 pages, 600 pages à tomber endormi. Donc, je ne vous la conseille pas. Auparavant, je vous en prie. Non, alors, j'ai terminé. Je m'excuse si je vous ai ennuyé et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Ça n'avait rien d'ennuyeux, évidemment. Et je peux dire que la thèse n'est pas du tout ennuyeuse. Effectivement, elle est très épaisse, très dense. Elle nous a beaucoup aidés. Et je remercie Gabriel et Reina de nous avoir montré aussi l'étendue des échanges que je ne soupçonnais pas d'ailleurs entre différentes cours, la circulation de toute cette symbolique et emblématique. Ah oui. Ouais. Ah, voilà. Bon, alors, moi, je voulais revenir sur la fameuse fontaine qu'on a vue là vers la fin, mais qu'on avait vue au début. Il m'avait semblé que Roberta Del Moro avait une hypothèse à formuler sur la présence de cette fontaine, qui aurait pu être un rappel d'une fontaine dans Milan. Mais alors, non, dans les sources, il y a la mémoire, si j'ai la mémoire, la mémoire d'une fontaine dorée faite faire par le duc de Milan dans la cour du château détruit après. Mais je pense, alors, l'asso di coppe, come si dice in francese? L'as de coupe du tarot Collioni Baglioni présente la fontaine. Et donc, je pense, c'est difficile à dire, mais probablement on peut penser à quelque chose qui avait choisi le duc de Milan, mais aussi la littérature française, le roman de la Rose, la présence de la fontaine dans le jardin d'amour. La fontaine, c'est très, très important comme symbole dans l'époque médiévale. La source, oui, la source littéraire, et c'est un symbole dans l'époque médiévale, dans la littérature féodale, etc. Donc, oui, merci. Alors, d'autres questions? Mais oui. Bonjour, merci, c'était très intéressant. Du coup, j'aurais voulu demander, j'ai une question toute simple, mais donc, comme dans les cartes à jouer, on parle de cartes emblèmes françaises ou italiennes, donc cœur, carreau, pique, trèfle, coupe, épée, bâton, denier. Est-ce qu'il y a un lien avec l'héraldique? Et quelle est la signification toute simple de coupe, épée, bâton, denier en langage héraldique? L'épée, ce serait symbole de pouvoir, par exemple, la coupe de l'amour, ou c'est plus compliqué? Oui, c'est là. Non, alors, en ce qui concerne les bâtons et tout, c'est la coupe, etc., sont à part du langage héraldique. Donc, sont des choses différentes. Donc, ne sont pas liées au symbole d'une dynastie comme les Visconti et les Sforza. Il y a ces devises qui ont été placées comme en apparence des éléments de décoration, de purs éléments de décoration, mais sont cachés. Donc il y avait aussi une autre signification, mais différente de celui-là, de les cartes de joue. Sur cela, monsieur de police pourra vous répondre mieux que moi, car son champ de travail. Oui, enfin, je crois qu'il n'y a aucun lien avec l'héraldique ou l'emblématique, en effet. Ne pas oublier que les couleurs latines, coupe, épée, bâton, denier, sont la traduction graphique latine, occidentale, de symboles de couleurs qui existent déjà chez les Mamelouks et donc sont arrivés avec les cartes venues
du Caire ou d'Alexandrie, quand les marchands latins, catalans, ne les oublions pas, italiens, génois, vénitiens peut-être, ont découvert ces cartes, ont découvert le jeu de cartes, et on voit que le jeu qui est conservé au musée Topkapi à Istanbul reproduit à peu près ça. On voit bien qu'il y a des bâtons qui sont des maillets de polo en réalité, des cimetères, des coupes et des dirhams, donc littéralement des drachmes, non pas des deniers, mais peu importe, ce sont des monnaies d'or, légendées en arabe, qui nous renseignent d'ailleurs sur les termes employés. Ici, la coupe est appelée Touman, on ne sait pas bien pourquoi. Touman, ça veut dire 10 000 en réalité. Et on retrouve aussi sur quelques fragments de cartes isolées et dispersées dans diverses collections. Je pense à Cambridge, je pense à un musée au Texas, dans la collection Keir, où il y a quelques cartes mamelouques, alors plus ordinaires, plus simples dans leur facture, que les cartes très riches et de grand luxe qui sont à Topkapi, qui d'ailleurs se rapprochent beaucoup des tarots enluminés, sont, pour ces cartes-là, plus tardives d'ailleurs, c'est la fin du XVe siècle, d'après les spécialistes, mais sont richement enluminées, pourrait-on dire, et sont des cartes de luxe de très grande taille, 25 cm de haut, c'est encore plus grand que les tarots que nous montrons, mais il existe aussi des cartes plus ordinaires, donc plutôt isolées, des fragments, faites de papier toujours, et où on retrouve ces mêmes symboles de couleurs que les peintres occidentaux se sont contentés de copier en simplifiant peut-être un peu les bâtons. Parfois, il y a des petites dérives. Bon, en Espagne, les bâtons sont devenus souvent des sortes de massues ou de branches d'arbres. Mais voilà, l'origine est là. Donc, elle n'est pas, à mes yeux, ni héraldique, ni même emblématique. Elle ne parlait pas. Par contre, après, le problème des couleurs françaises, ça, c'est plus complexe. Mais ça vient plus tard. C'est intéressant, car puis l'héraldique est disputé encore, mais c'est né à l'époque de la première croisade. Donc, si vous entendez des histoires qui remonteraient à l'époque des Grecs, des Romains, ça, il n'y a pas de preuves, n'existait pas. Il y a des symboles qui sont arrivés de là, mais c'est très disputé. Donc. D'autres questions? Alors, basé sur les cours que j'ai eus en iconographie cette année, l'encre qu'on voit sur la carte de Ouais. l'Espérance, c'est dû à l'iconographie, parce que dans des textes religieux, je ne sais plus lequel, mais je sais ce que j'ai pris, il y a marqué il faut garder ces espérances bien ancrées. Donc, les artistes ont traduit ça littéralement en mettant une encre associée à l'image de l'espérance. Mais après, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle serait aussi Non, utilisée là, dans les blasons. alors là, dans ma thèse de doctorat, où il se trouve, il y a encre, il y a les explications possibles avec des sources, naturellement, que j'ai essayé de donner pour donner une trace, pour trouver une solution, car d'autres devraient la trouver. Et était intéressant car se trouva dans les devises héraldiques de Sforza, de Visconti, pardon, car on la retrouve là dans puis les blasons des Visconti di Saliceto, qui était une branche très très importante des Visconti ducs de Milan. Donc il y a là une symbologie qui encore nous échappe. Et je n'ai fait que des théories. Et donc là, je ne pouvais pas. Donc il était aussi en lien, par exemple, avec les navires, les bateaux, donc la sûreté. C'est très difficile. Il y a naturellement les classiques citations de Cesare Ripa, de tous les grands experts du passé, les connoisseurs, on peut dire, de ces symbologies. Car malheureusement, de temps en temps, nous avons perdu la clé, de cette clé de l'histoire.